La conférence d'aujourd'hui est prononcée par le lauréat 2025 du prix Gérard Parizeau, qui récompense une importante contribution, à l'histoire du Québec. Pour ajouter à la réflexion, la conférence sera suivie d'une table ronde avec 2 professeurs, l'un dont l'expertise est la sociologie du droit et l'autre l'histoire des femmes et de la famille au Québec. La discussion avec notre lauréat promet d'être enrichissante. Vous, le public, vous aurez l'occasion de poser vos questions à M. Newton et aux panélistes à la toute fin de la table ronde. Merci de les réserver pour ce moment. J'ai maintenant le plaisir d'introduire le lauréat du prix Gérard Parizeau 2025 que vous êtes toutes et tous venus écouter aujourd'hui. Thierry Newton. Historien, professeur au département des sciences humaines de l'Université du Québec à Trois-Rivières et co-directeur du Centre interuniversitaire d'études québécoises, le CIEC, Thierry Newton a comme expertise l'histoire de la justice civile et du droit civil, l'histoire de la famille, des femmes et du genre, ainsi que l'histoire de la bourgeoisie et des entrepreneurs au 19e et 20e siècle. Il se sert notamment de la région de la Mauricie comme terrain d'enquête, ce qui rend ses recherches novatrices, à l'instar de son usage intensif des archives judiciaires et de la jurisprudence ancienne. Cette documentation lui permet de contextualiser des phénomènes historiques de grande ampleur, comme la monétarisation de la vie sociale, l'évolution des rapports sociaux de sexe et la place changeante du patrimoine dans les dynamiques intrafamiliales et intergénérationnelles. Sans plus attendre, j'invite maintenant M. Thierry Newton à monter sur scène pour vous livrer sa conférence ayant pour thème l'expérience du droit civil et l'émergence du Québec moderne. Bonne conférence. Merci, M. Montpetit, pour cette présentation. Alors, comme l'histoire est récit et comme l'histoire est également un voyage, j'aimerais, en levée de rideau, vous transporter sur le perron de l'église de la paroisse de Saint-Boniface de Shawinigan le 30 décembre 1890. Il est 10 heures du matin et, vu la date, il fait probablement très froid. Nous assistons alors à la vente aux enchères d'une exploitation agricole. Celle-ci se trouve sur le 7e rang du canton de Shawinigan, aux limites de l'espace cultivable de la Grande Vallée du Saint-Laurent. 2 semaines auparavant, au sortir de la grand-messe, un huissier avait annoncé à haute voix la vente de cette ferme. L'officier de justice avait même apposé une affiche à cet effet sur la porte de l'église et donc au vu et au su de toutes les habitantes et de tous les habitants de la paroisse. Alors, qu'est-ce qui nous a conduit à cet événement? Plus tôt dans l'année, c'est un marchand du lieu, Pierre-Joseph Héroux, qui a obtenu jugement contre un père et son fils, Michel et Alfred Boisvert, 2 agriculteurs analphabètes. Ils ont été incapables de lui rembourser un emprunt sur hypothèque de 200 $ et portant 8 % d'intérêt par année, une transaction conclue 4 ans auparavant, en 1886. Ils doivent encore au marchand Héroux 232 $. Bon, en ces années de surchauffe du marché immobilier, vous me direz que 232 $, c'est bien peu, mais vous aurez relevé au passage les 8 % d'intérêt annuel comme étant assez élevés. Je croise d'ailleurs des cas dans ma documentation où des notables prêtent à leurs concitoyens à des taux de 16 % d'intérêt annuel. Et en cette fin du 19e siècle, il faut le dire aussi, 232 $, ça représente une bonne partie de ce que peuvent espérer gagner en un an des ouvriers non qualifiés. Alors, les Boisvert ont été condamnés à rembourser le capital et les intérêts quelques mois avant la vente aux enchères sur le perron de l'église. Il a d'ailleurs fallu signifier la procédure à Alfred, le fils, par les gazettes, donc par les journaux. Comme Alfred se trouvait alors aux États-Unis, à l'instar de centaines de milliers de ses compatriotes canadiens-français, fuyant la pauvreté et espérant trouver des jours meilleurs dans les gigantesques manufactures de la Nouvelle-Angleterre. Revenons maintenant sur le perron de l'église. La vente aux enchères rapporte assez peu, 52 $. Le dernier enchérisseur n'est nul autre que le demandeur, le marchand Héroux. Autre fait à noter, la terre a été vendue en quelque sorte en 2 parties juridiques. On a distingué la valeur de son usufruit, sa valeur d'usage, d'une part, de la valeur de la nue propriété, donc la valeur du fonds, du capital. Le père Boisvert possédait l'usufruit, l'usage de la terre, alors que son fils possédait la nue propriété, le fonds. Ainsi, il y a eu certainement donation du premier au second, une opération très commune dans le Québec rural d'antan,
une opération qui permettait de concert d'établir un fils comme agriculteur. On lui donnait l'ensemble des actifs de la ferme en retour de l'entretien des vieux parents, entretien auquel on devait consacrer les revenus et la production agricole. Alors, qu'est-ce qui est arrivé ensuite, après cette vente aux enchères aux deux Boisvert? J'ai pu retrouver le père Boisvert dans le recensement de 1891. Il n'est plus propriétaire de rien du tout et vend maintenant la force de ses bras au plus offrant à 75 ans en qualité de journalier. Il vit seul avec sa fille, Dina. Alfred, pour sa part, qui était parti aux États-Unis, finira probablement par revenir au Québec, car on sait avec certitude que ses enfants vont se marier dans la province. Je termine ici cette longue entrée en matière. J'ai donné maint détail à dessein et j'aurais atteint le principal objectif de ma conférence si je vous convainquais de la richesse de ce matériel pour l'histoire du Québec. Une histoire envisagée du point de vue de l'histoire sociale du droit civil et de la justice civile. Bien entendu, nous sommes loin d'un arrêt de la Cour suprême. Dans le dossier des Boisvert, pas de plaidoirie enflammée, ni stratégie judiciaire ingénieuse, ni arrêt qui va changer le cours des choses. C'est en quelque sorte le menu fretin de la justice civile. Un créancier réclame son dû, ses débiteurs sont condamnés et il faut maintenant exécuter le jugement contre leurs biens. Ce ne sont là, pour reprendre les mots de la grande historienne Arlette Farge, que des fragments de vie fragile, des traces ténues, fugaces même, de la vie de petites gens d'autrefois, qui n'apparaissent dans les sources de l'historienne et de l'historien qu'en raison de leur misère, mais je vous propose quand même d'y regarder d'un peu plus près. Ce dossier numéro 257 de l'année 1890 des matières civiles en général de la Cour supérieure pour le district de Trois-Rivières est plus riche qu'il n'y paraît. Il est moins anodin qu'on peut le penser. On se trouve en quelque sorte à un carrefour ici. S'y croisent, s'y entrechoquent plusieurs phénomènes, dont la conjoncture difficile de la fin du 19e siècle, à laquelle font face les ruraux appauvris. On trouve aussi des liens juridiques très interpersonnels. Le prêt en cause a été conclu de personne à personne et non auprès d'une institution financière. Le marchand Héroux et ses débiteurs, les Boisvert, se connaissaient de près certainement, sinon le marchand n'aurait jamais prêté d'argent à ses deux concitoyens. Et je rappelle que les deux Boisvert sont eux-mêmes unis par des liens juridiques denses parce qu'il y a une donation qui les relie, qui les unit. Dans ce dossier, on trouve aussi une publicité intense, très directe de la justice et de ses procédés. Ça se passe sur le perron de l'Église. Et enfin, évidemment, il ne faut pas négliger le droit lui-même, les règles du droit des obligations et les procédures de la procédure civile sont évidemment en cause dans cette histoire. Le comité interministériel mis sur pied en 1989, je change de période, pour décider du sort des archives judiciaires dans la province, a considéré que ce type d'affaires représentait exactement le matériau qu'on ne perdait rien à réduire en cendres afin de faire de la place dans les palais de justice et dans les centres d'archives de la province. Cela en formulant une très curieuse idée, une très curieuse équation, voulant que, puisque les poursuites de ce type étaient très nombreuses, elles se répétaient les unes les autres. On a dit aussi à l'époque que ça n'avait pas grande importance par rapport aux décisions prises par la Cour d'appel ou par la Cour suprême. J'ai encore des doutes et j'ai encore plus de regrets. Mais le résultat a été le suivant. Alors que tous les dossiers de la Cour supérieure qui nous avaient été transmis intégralement depuis la fondation de ce tribunal en 1849, après cela, après les travaux de 1989, 90% des dossiers de première instance créés depuis 1920 ont été détruits. Et d'ailleurs, cette destruction programmée se poursuit au moment même où je m'entretiens avec vous et elle affecte aussi d'autres fonds d'instances civiles. Le Québec, qui est habituellement jaloux de sa mémoire et qui en est fier, s'est alors privé d'une mine d'or d'informations pour l'étude de son passé récent, le 20e siècle, et s'est privé aussi de magnifiques données généalogiques à l'échelle de la mémoire des familles. On peut s'interroger, des sources anodines qui se répètent, des sources triviales, mais aux yeux de qui? Si nous avions la possibilité de ressusciter Michel et Alfred Boisvert grâce à l'intelligence artificielle, il y a fort à parier que ceux-ci auraient maintes choses à dire quant au fait d'être passés du statut de cultivateur propriétaire
à celui d'ouvriers sans terre qui doivent trouver sur leur marché du travail leur pitance. En jetant ces archives, nous avons inconsciemment, et peut-être même un peu consciemment, je le pense, reconduit, réitéré les inégalités sociales avec lesquelles eux-mêmes durent composer en leur temps. Ça va être le seul éditorial de ma conférence d'aujourd'hui. Mais je lance toutefois un autre appel, après l'avoir fait une première fois dans les pages du bulletin d'histoire politique en 2020, afin que l'État québécois revoie ses politiques de conservation des archives judiciaires. Il y a peu, nous apprenions qu'un autre projet informatique gouvernemental prenait un peu de retard. En l'occurrence, le projet Lexius de numérisation des dossiers judiciaires, un projet repoussé à 2026. C'est un retard qui est dommage, mais une chose paraît sans équivoque, nous disposons maintenant de la technologie nécessaire pour assurer cette conservation. Je reviens au cœur de mon propos. L'affaire des Boisvert constitue un exemple parfait de ce qui rend l'histoire du droit civil et de la justice civile si intéressante pour la période allant, en gros, du milieu du 19e siècle à la grande crise économique des années 1930. C'est ma période de prédilection. D'ailleurs, il serait bien prétentieux de se prétendre spécialiste de l'histoire du droit au Québec depuis la Nouvelle-France jusqu'à maintenant. Alors, c'est une période qui me semble intéressante et tenter de caractériser une période implique de laisser de côté pour un temps certaines dates célèbres au profit de l'identification de grandes conjonctures et de bouleversements plus structurels. Je ne suis pas sûr d'y arriver parfaitement, mais je vous propose ce soir une thèse développée au fil de mes travaux au contact d'archives judiciaires ordinaires comme celle des Boisvert. Ma thèse va comme suit. Le siècle allant des années 1840 à la crise de 1929 a vu le duo que constitue le droit civil et la justice civile façonner de manière intensive, plus qu'auparavant et bien plus que de nos jours, la vie des habitantes et habitants de la vallée du Saint-Laurent. Ce même duo, droit et appareil judiciaire, ce même binôme a en outre contribué à les faire entrer de gré ou de force dans la modernité libérale et capitaliste, d'où le titre de la conférence. Alors, ce quasi-siècle allant de 1840 à 1930 est un âge d'or non seulement pour le droit et les tribunaux, mais également pour les juges, les officiers de justice et les avocats. Tous ensemble, les normes du droit, les institutions juridiques et judiciaires et les professionnels du droit trônent alors au sommet des instruments de régulation sociale. Qu'entend-on par régulation sociale? Un domaine de recherche qui doit beaucoup au très regretté Jean-Marie Fecteau de l'UQAM. Alors, quand on parle de régulation sociale, il s'agit tout simplement de l'ensemble des réponses que la société et ses dirigeants choisissent de mettre en place afin de répondre aux accidents et aux conflits de toutes sortes qui rompent l'ordre des choses, qui perturbent le cours de l'existence des personnes et des rapports sociaux. Alors, si le droit, les tribunaux et les professionnels du droit exercent alors une domination qu'ils ne retrouveront plus par la suite, c'est que, dans cette logique d'étude des régulations sociales, c'est qu'ils ne sont pas encore concurrencés par d'autres instances de prévention et de compensation des risques et des aléas de la vie en société. Il n'existe alors ni CNESST, ni assurance maladie, ni normes du travail, ni assurance chômage, ni pension de vieillesse, ni autorité des marchés financiers et ni même société d'assurance automobile. Bref, tout ce qui dévie du cours normal des choses aboutit assez directement dans l'arène judiciaire. À part ce que fait le droit et les appareils, les tribunaux, seule l'aide que se fournissent en temps de crise parents et alliés, sous forme de solidarité intrafamiliale, ou seule la charité que déploient les communautés religieuses peuvent prétendre à jouer un rôle social aussi important que le droit et les tribunaux. Qui plus est, en ce qui concerne par exemple la Cour supérieure, à l'époque, elle n'est pas encore concurrencée par la pléiade de tribunaux spécialisés que nous connaissons de nos jours. À l'époque, il n'y a pas de tribunal administratif du travail, du logement, de tribunal des professions, de tribunal des droits de la personne. La Cour supérieure est seule en lice et, je vais le dire comme ça, c'est là que ça se passe. Fait à souligner, c'est un âge d'or aussi du droit dans la sphère privée. Les hommes et les femmes pratiquent le droit civil avec intensité et précision lors de la signature de contrats de mariage, de testaments, de donations et de transactions en tout genre. Il faut le dire, les actes notariés, c'est une source incontournable d'histoire sociale du droit aux côtés des archives judiciaires. On voit ce que les gens font dans leur vie privée comme transactions qui créent des liens juridiques.
Heureusement, les actes notariés ont été conservés et n'ont pas été promis à une destruction massive. Quand on y regarde de plus près, ces transactions privées ont bien plus d'importance que de nos jours. C'est que, par exemple, à l'époque, le rang social dépend, ou le statut que l'on va avoir dans l'existence, dépend très étroitement des sommes reçues par testament ou donation. Les héritages n'ont rien, j'y vais à grands traits, de ces espèces d'extras que l'on reçoit maintenant, vu l'allongement de l'espérance de vie, de ces sommes que l'on reçoit souvent à un âge mûr et à un âge même très mûr. Autre exemple, les contrats de mariage et les régimes matrimoniaux, eux, peuvent faire la différence entre une modeste aisance ou l'indigence pour les veuves, à une époque où à peu près aucune avenue professionnelle ne s'ouvre aux femmes. Donc, les pratiques juridiques dans la sphère privée sont fondamentales, elles sont fondatrices pour les personnes, leurs conditions et leur sécurité. Certes, on passe déjà chez le notaire en Nouvelle-France, à tour de bras, en vue de régler des transitions fondamentales de l'existence comme le mariage et les successions. Ces mêmes contrats de mariage, testament et donation sont les moyens par lesquels les habitantes et habitants, du moins ceux qui ont des patrimoines, même modestes, tentent d'avoir prise sur l'avenir, sur un avenir nécessairement incertain, risqué, en ces temps d'avant l'État-providence et d'avant les assurances sociales. Durant la période qui est la mienne, entre le milieu du 19e siècle et l'année 1930, la mort frappe souvent et tôt. Épidémies et accidents de travail sont fréquents. Des crises économiques profondes, comme celle des années 1870, anéantissent entreprises et commerces. Parfois, ces stratégies familiales et individuelles dans la sphère privée échouent, comme dans le cas de ces fils qui ont reçu une donation, mais qui se retrouvent non seulement à devoir entretenir leurs parents, mais à payer les dettes de ceux-ci et en plus à devoir compenser leurs frères et sœurs quand ceux-ci quittent la maison et quittent la terre familiale pour s'établir à leur tour. Souvent, les charges imposées en échange du transfert de la terre sont beaucoup trop lourdes, ce qui fait en sorte que bien des fils donataires déguerpissent les lieux et cherchent fortune ailleurs. J'ai affirmé tout à l'heure que cette présence des normes de droit et des institutions judiciaires était plus intense qu'auparavant, avant la période que j'étudie. Les différences avec le temps présent, elles, sont déjà assez évidentes, j'imagine. Elles le seront plus encore dans les minutes qui suivent. Cet auparavant est donc la période pré-industrielle qui va de la Nouvelle-France jusqu'au milieu du 19e siècle, à l'époque du Canada uni. Le Canada uni, on se souvient, c'est ce régime mis en place par le pouvoir colonial afin de placer les Canadiens français en état d'infériorité politique à la suite des rébellions de 1837-38. Or, celles-ci, à peine réprimées, des politiciens du Canada uni comme Louis-Hippolyte Lafontaine et Georges-Étienne Cartier vont consacrer des efforts et des ressources importantes à deux choses: à la mise en ordre du droit civil, d'une part, et à la décentralisation judiciaire, d'autre part. Le premier phénomène, la mise en ordre du droit civil, s'est traduit par un processus qui est assez bien connu, c'est-à-dire la codification des lois civiles, codification qui va aboutir à la mise en vigueur du Code civil du Bas-Canada de 1866. Et ce code, les élites conservatrices de la province de Québec vont le célébrer très longtemps à titre de marqueur identitaire de la société québécoise, en raison d'ailleurs en partie. Alors, 1866 est un événement majeur, mais du point de vue de l'histoire sociale du droit civil, deux autres années ont mes suffrages, 1849, 1857. En 1849, c'est la naissance de la Cour supérieure, un tribunal à la longévité absolument remarquable. Elle fut littéralement une des assises, un des cadres de l'évolution de la société québécoise. Mais j'aime encore mieux 1857. C'est là que ça se passe, à mon sens. Le nombre de districts judiciaires passe de 7 à 19. Ce faisant, le quadrillage judiciaire du territoire du Québec se resserre et de beaucoup. La réforme de 1849 pourra alors donner sa pleine mesure. Chaque district ou presque disposera d'un ou deux juges résidents, d'un protonotaire, d'un shérif chargé d'exécuter les jugements, d'un personnel de grade-papier et de huissiers. À l'ombre des palais de justice dans tous les districts de la province, pousseront des bureaux d'avocats prêts à entendre les doléances de clients de toutes sortes.
À l'échelle du 19e siècle, ce resserrement du quadrillage judiciaire de la province, du territoire, constitue une véritable révolution en termes de justice de proximité. Quelques décennies auparavant, si on se transporte par exemple en l'année 1800, la justice desservait surtout les habitants des villes. L'immense majorité des litiges concernaient des habitants des villes, ce qui était un paradoxe parce qu'à ce moment-là, 80 % de la population était rurale. Là, avec 1857, on s'est donné les moyens d'accentuer, d'assurer une présence efficiente de l'appareil judiciaire et du droit que l'appareil judiciaire met en œuvre dans les campagnes du Québec et dans toutes les régions du Québec. Désormais, demandeurs et défendeurs auront plus facilement accès à l'État pour trancher leurs différends. Les créanciers pourront faire rendre gorge à leurs débiteurs impécunieux bien plus promptement, sans contredit. Tout ne sera pas parfait du premier coup. La justice, à l'époque, c'est aussi des considérations technologiques et techniques bien prosaïques. C'est aussi affaire de routes défoncées, de chemins à parcourir en traîneau l'hiver et de chevaux à mettre à l'écurie avant de se présenter devant le juge. Parlez-en aux habitants de Nicolet sur la rive sud du Saint-Laurent, des justiciables qui sont inclus dans le district de Trois-Rivières. Et évidemment, le chef-lieu du district de Trois-Rivières, c'est à Trois-Rivières, de l'autre côté du fleuve. Et l'hiver, les avocats et les plaideurs de Nicolette, pour se rendre au palais de justice, doivent traverser le pont de glace qu'on essaie tant bien que mal de mettre en place au travers du fleuve quand la glace est bien prise. Ça cause certains inconvénients, vous ne vous en surprendrez pas. Et dès 1906, les habitants de Nicolette disent on voudrait avoir un district judiciaire bien à nous. Je cite un mémoire de leur part qui a été envoyé à l'Assemblée législative. Il est toujours dangereux de traverser sur le pont de glace dans les premiers jours qui suivent sa formation, ce qui entrave la circulation pendant plusieurs jours. Enfin, il arrive souvent pendant la saison d'hiver et surtout le printemps, lors de la débâcle de la glace, qu'il est impossible de traverser le fleuve par suite des tempêtes, de la mauvaise glace ou de la crue des eaux. Grand nombre de plaideurs et de justiciables ont souffert des dommages considérables par suite des inconvénients susdits. Quelques années plus tard, en 1915, le souhait des habitants de Nicolet et des avocats de Nicolet sera exaucé. Ils auront leur district judiciaire bien à eux. Je reprends mon exposé. Maintenant clarifié, maintenant bien ordonné en un code civil et pouvant compter sur un appareillage complet du personnel plus nombreux, sur des avocats bien organisés et mieux formés, le barreau est mis sur pied en 1849, la faculté de droit de McGill ouvre ses portes en 1848. Dans les années 1840-1850, il y a beaucoup de choses qui se passent. À partir de tout cela, le droit civil va pouvoir jouer un rôle proprement historique. Et je pense qu'il s'agit là d'un fait, d'un phénomène qui devrait trouver sa place dans les prochaines synthèses d'histoire du Québec. Je vais le dire comme suit. Le droit civil et la justice civile vont faciliter le passage du Québec pré-industriel à la modernité libérale et capitaliste, d'une part, et réguler cette transition, d'autre part. Bon, évidemment, le droit ne sera pas seul en cause dans les transformations très importantes auxquelles on assiste au 19e siècle et au début du 20e siècle. C'est pour cette raison que la grande perspective des rapports entre droit et société conserve toute sa pertinence. Il faut voir quels sont les autres bouleversements et quelles sont les autres forces qui sont également à l'œuvre au même moment. La mécanisation de la production relègue aux oubliettes les anciennes façons de produire des biens. La monétarisation de la vie sociale s'accélère et l'argent prend de plus en plus de place dans la vie des citoyennes et citoyens. Se développent et se diffusent de nouvelles formes de valeurs comme le salariat, les actions et les assurances, dont M. Gérard Parizeau a été le premier historien. Une nouvelle élite d'hommes d'affaires et de politiciens comme Georges-Étienne Cartier impose ses vues. L'idéal d'indépendance et les espoirs de république des patriotes de 1837-38 cèdent leur place à l'idéologie du progrès et de la responsabilité individuelle, chacun étant l'unique responsable de sa réussite ou de ses échecs. Bref, des forces matérielles, sociales et idéologiques extrêmement puissantes sont à l'œuvre au même moment. Mais dans ce contexte de bouleversement profond, il faut néanmoins des règles du jeu. À défaut, c'est l'anarchie. Il faut aussi des lieux très concrets de résolution des conflits en tout genre qui vont résulter, qui vont naître de ces bouleversements et de l'entrechoquement des volontés individuelles, de la rigueur des uns et de l'impéritie ou de la malchance des autres.
Voilà pourquoi le droit et les tribunaux ont été l'objet de tant de soins par les élites de ce temps. Voilà pourquoi, ça c'est un préjugé personnel, voilà pourquoi le 19e siècle est si intéressant. Cependant, je ne crois pas qu'il faille s'arrêter là. Le droit, bien entendu, n'est pas qu'un corpus de règles et les tribunaux ne font pas que rendre des décisions. Pardonnez-moi, c'est la palissade et regardons-y de plus près. À partir du 19e siècle, donc, un appareil complet de cours civiles, cours supérieures, cours de circuit, cours des commissaires, d'ailleurs qui sont présidés par des non-juristes, et à certains endroits, cours de magistrats, cet appareil va dans toutes les régions, même dans les zones de colonisation, rendre des centaines de milliers de décisions concernant des comptes en souffrance chez le marchand, des promesses de paiement, des ruptures de contrat, des hypothèques, des réclamations en dommages, des billets promissoires, des actes d'obligation, etc. Certes, un matériel qu'on peut juger bien pauvre et inintéressant, mais durant toutes ces audiences, on a discuté de capital et d'échéance. On a parlé de taux d'intérêt, de clauses combinatoires, ça c'est les pénalités qu'on peut mettre dans un contrat, d'hypothèques, d'enregistrement des droits réels au bureau d'enregistrement, de droits des obligations, d'insolvabilité. Les huissiers ont parcouru en tous sens les rangs des paroisses et les rues des quartiers, faisant jaser et trembler les voisins, pour signifier des brefs de sommation ou afin d'exécuter des saisies. Ont été vendus lors d'événements communautaires et on ne peut plus publics, comme ce qui s'est passé sur le perron de l'église en 1890 à Saint-Boniface de Shawinigan, les biens meubles et immeubles de débiteurs impécunieux comme les Boisvert. Ces débiteurs n'étaient pas seulement des défendeurs malheureux, mais aussi et surtout des voisins, des coparoissiens, des partenaires d'affaires, des épouses et des époux. Dans les villes et villages, on assiste au sens propre au départ de familles dont la terre est grevée de dettes, à la liquidation de magasins et de boutiques. D'ailleurs, il faudrait faire un sondage ce soir s'il y en a parmi vous qui ont déjà surenchéri sur les biens d'un voisin en faillite lors d'une vente aux enchères. Les réponses seraient peut-être pas très nombreuses, mais à l'époque, ça se fait beaucoup. C'est même courant. C'est comme ça que la justice procède. Voilà donc mon hypothèse. C'est un mot choisi à dessein. Je ne peux pas encore prouver cette idée directement. C'est seulement une piste de réponse à l'une de mes questions de recherche qui est toujours qu'est-ce que le droit civil et la justice civile ont bien pu faire aux Québécoises et aux Québécois? Durant toutes ces audiences, durant tous ces débats en justice, toutes ces décisions rendues, toutes ces procédures entamées avant, durant et après les poursuites, ont réitéré dans l'espace public le grand principe de la responsabilité individuelle sur le marché de l'argent et des biens et ont fait connaître le caractère implacable de ce marché en ces temps où il n'y a presque aucun garde-fou en cas de déconfiture financière ou en cas de pauvreté. Citoyennes et citoyens ont ainsi subi une pédagogie intensive, publique et véritablement intransigeante de l'argent et des obligations découlant du maniement de l'argent. J'ai évoqué brièvement tout à l'heure l'approche droit et société, donc voir quels sont les autres ingrédients qui peuvent démultiplier les effets engendrés par le droit et la justice. Bien, la même approche doit nous faire poser une autre question. Les Québécoises et les Québécois de ce temps-là, ce ne sont pas seulement des justiciables, ce ne sont pas seulement des créanciers et des débiteurs. Qui sont-ils? Le vécu du droit, ce n'est pas quelque chose qui se passe en vase clos. Bien, les Québécois de ce temps, ce sont aussi des croyantes et des croyants. Au tournant du 20e siècle, comme l'a montré le grand historien René Hardy, la fréquentation des messes et des sacrements sont des pratiques unanimes en vertu d'une reconquista catholique de fond en comble de la société québécoise entamée au lendemain des rébellions de 37-38. Hommes et femmes sont sommés de rendre des comptes au confessionnal et de négocier leur salut. Les épouses, elles, doivent justifier l'absence de grossesse lors de visites des curés à domicile. Ces gens, ce sont aussi des citoyens, pour ce qui est des hommes essentiellement. Depuis l'introduction du droit de vote en 1791, les individus mâles et propriétaires ont fait concrètement l'apprentissage de la démocratie parlementaire et de l'autogestion des taxes locales depuis la mise en place très chaotique, violente même, des municipalités et des commissions scolaires autour des années 1840. Les municipalités, les écoles, les commissions scolaires et le développement de l'appareil judiciaire, ce sont les trois piliers du développement de l'État au 19e siècle au Québec. Et dans ces trois champs, on parle de taxes, on parle d'argent, on parle de dettes, on compte et on calcule des intérêts. Ce sont donc des citoyens, ce sont aussi des gens qui ont des familles. Le mot « famille » n'a évidemment pas la même
signification exactement qu'à notre époque. Certes, les sentiments ne sont pas absents des rapports familiaux, des rapports entre épouses et époux, parents et enfants. Mais dans ce monde précaire, les prestations des uns et des autres, notamment de la part des grands-enfants, sont essentielles à la survie économique des ménages des classes populaires. Parmi l'élite, j'en ai dit un mot rapide tout à l'heure, l'appartenance de classe passe souvent par la réception d'héritage en bonne partie. Ces Québécoises et Québécois, ce sont aussi des travailleuses et travailleurs qui, pour plusieurs, ont dû courber l'échine devant l'autorité patronale et les nouvelles exigences de ponctualité, de rendement et de précision de la grande industrie. Résultat, les devoirs des uns envers les autres sont énoncés et constamment réitérés par le droit et par une morale sociale et par une morale religieuse omniprésente. Les Québécoises et Québécois, durant 4 ou 5 générations, ont fait l'apprentissage à la dure du fonctionnement du marché, du pouvoir de l'État. Ils ont fait l'apprentissage de disciplines privées, juridiques et publiques inédites et intenses. Elle est ici, à mon sens, la contribution du droit et de la justice à l'émergence du Québec moderne. Modernité fondée sur le calcul rationnel, fondée sur la poursuite des intérêts individuels dans un environnement où les gens et les choses sont des ressources. Et chose très importante, modernité fondée sur la prise en compte de l'avenir et de ses risques dans un univers entraîné par le progrès. Voilà dans les grandes lignes la contribution du droit civil et des tribunaux civils à l'émergence de la modernité au Québec. Ce monde n'est plus le nôtre, tant ce qui a trait à la pratique du droit au quotidien, d'une part, que du caractère très public de la justice, d'autre part. Bon, le fait de voir nos difficultés financières exposées à la sortie de la messe devant tout le monde serait une chose qui nous semblerait absolument insupportable pour nos sensibilités contemporaines, bien entendu. Mais je termine en relevant 2 facteurs qui expliquent pourquoi le monde dont j'ai tracé les contours ce soir avec vous, qu'est-ce qui a fait en sorte que ce monde a disparu. Je mentionne 2 réalités pour terminer. Alors que, comme on le sait, le crédit et la dette sont les liens juridiques parmi les plus courants, qui unissaient des personnes qui se connaissaient de très près. C'est une espèce de capitalisme de face à face. Clients et marchands, petits propriétaires et prêteurs sur hypothèque, habitants et notables des villes et villages. L'institutionnalisation du marché bancaire et la montée des caisses populaires vont venir casser ce capitalisme de face à face. L'univers des transactions est en bonne partie devenu institutionnel et anonyme pour l'essentiel. Vous ne connaissez pas de près votre conseillère hypothécaire chez Desjardins. Et à l'échelle locale, juges et officiers de justice n'occuperont plus la position dominante qui longtemps fut la leur, à titre de représentants de l'État les plus proéminents, les plus influents et les plus publics. Ils ont été concurrencés par de nouveaux instruments de régulation sociale. Je cite une dernière source avant de m'arrêter. L'histoire étant un voyage en des terres inconnues, je vous amène cette fois en 1925 dans le district de Trois-Rivières, non pas sur le perron d'une église, mais dans la presse régionale, qui est une autre forme d'espace public, très public même. Alors, en cette année 1925, il y a une vacance qui s'est ouverte à l'un des 2 postes de juge de la Cour supérieure dans le district judiciaire de Trois-Rivières, parce que le juge Daisy est mort précocement des suites du diabète à l'âge de 49 ans. Ses funérailles n'ont absolument rien de privé. Il est exposé chez lui, comme ça se faisait souvent à l'époque, revêtu de sa toge de juge. Il y a une foule immense qui se présente à ses funérailles. Le corbillard qui amène la dépouille mortelle de sa résidence jusqu'à la cathédrale est précédé par toutes les sections des chevaliers de colons de la ville, drapeau en tête. Il y a des dignitaires religieux. Un juge de la Cour suprême a fait le déplacement. Alors voilà pour les funérailles, très public. Mais plus intéressant, c'est que le juge Daisy, à peine enterré, son remplacement suscite un débat acrimonieux. Selon le journal Le Bien public, je cite, « Il va de soi que ce poste très envié des avocats donne lieu à une ruée générale vers le ministre de la Justice à qui la nomination incombe. Le poste aurait été proposé à l'avocat Philippe Biguet, associé du procureur de la Couronne Jacques Bureau, organisateur général du Parti libéral pour le comté de Trois-Rivières et de Saint-Maurice. » Je pensais envoyer cette citation-là au ministre Jolin Barrette. L'Écho du Saint-Maurice, une autre feuille locale, n'apprécie pas du tout le juge Daisy et ne se gêne pas pour le faire savoir de manière assez crue. Le 4 juin 1925, l'hebdomadaire publie un article intitulé, un peu ironique d'ailleurs, « Respect à la magistrature. L'attaque est frontale. Si la fonction mérite des égards, ce n'est pas le cas de son ancien titulaire. Est-ce qu'un juge veut dire toute la magistrature?
Et si une canaille réussit à escalader le banc, est-ce que l'on doit déduire de ce fait que la justice n'est plus qu'un vain mot et que nos magistrats ne sont plus dignes de notre confiance, ne méritent plus notre respect? Ou si on recouvre des mêmes fleurs et des mêmes éloges la dépouille du malfaiteur et celle de l'homme de bien, la biographie et l'éloge deviennent une farce ignoble. Mieux vaut ignorer l'homme illustre à son trépas que de le combler des mêmes paroles élogieuses que l'on est prêt à prodiguer au premier schnappant, qu'il soit revêtu de l'hermine ou coiffé d'un chapeau de soie. Mais pourquoi tant d'acrimonie? C'est que le juge Daisy s'était chargé de poursuivre les Canadiens français qui fuyaient la conscription dans les bois à l'époque de la Première Guerre mondiale, en 1917. Et en plus, tout de suite après, il avait enquêté sur les malversations de l'administration municipale de la ville de Trois-Rivières, deux occasions assez consistantes pour se rendre bien impopulaire à l'échelle locale. Voilà, j'espère avoir réussi à rendre l'histoire du droit civil et de la justice civile intéressante à titre de clé de lecture de l'histoire du Québec, car c'est tout simplement de cela qu'il s'agit au fond, de la reconstitution patiente, laborieuse et appuyée ce soir par la très grande générosité de la famille Parizeau, de l'expérience des Québécoises et Québécois d'autrefois. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ronde à prendre place. Monsieur Olivier Hubert, directeur du département d'histoire de la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal, agira comme animateur. Madame Magda Farny, professeure au département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal, et Monsieur Pierre Neureau, professeur titulaire de la Faculté de droit de l'Université de Montréal, interviendront, dis-je, à titre de panélistes. S'il vous plaît, prenez place. Et Monsieur Hubert, je vous cède la parole. Merci beaucoup Thierry pour cette conférence très intéressante. Nous avons maintenant environ une demi-heure pour revenir sur certains des thèmes, des orientations de la recherche de Thierry Newtons. Nous le ferons en compagnie, donc, comme ça a été annoncé, de deux professeurs dont les travaux rentrent en résonance avec ceux de Thierry Newtons. Et donc j'ai souhaité les inviter en pensant que le dialogue serait riche. D'abord, Magda Farny, professeure au département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal, spécialiste en histoire de Montréal, en histoire des femmes, de la famille, en histoire sociale de la santé, entre autres choses. Magda est autrice de nombreux livres et publications et également membre de la Société royale du Canada. Et puis également participant, Pierre Neureau, professeur à la faculté de droit de l'Université de Montréal, juriste et politicologue. Il est aussi chercheur au Centre de recherche en droit public. Et tout comme Magda Farny, il est auteur prolifique de publications portant sur le système judiciaire, l'accès à la justice, l'institutionnalisation des rapports sociaux, la sociologie du droit, et il est également membre de la Société royale du Canada. Et finalement, je précise que je suis donc directeur du département d'histoire à l'UDM et également professeur d'histoire culturelle du Québec. Je me suis intéressé à l'histoire de l'Église catholique et à l'histoire de l'enseignement, deux autres institutions aux fonctions normatives, pour reprendre ton vocabulaire, tout à fait dominant, comme tu l'as souligné d'ailleurs, dans la vie québécoise du 19e siècle. Peut-être avant de passer la parole on le fera sous le forme d'un dialogue, commentaires, questions seront bienvenus. Peut-être avant de passer la parole peut-être à Magda pour une première question ou remarque ou commentaire. Moi j'en aurais une pour lancer la discussion, si tu veux bien. En réfléchissant à tes travaux, Thierry, quelque chose m'a frappé, c'est que systématiquement, plusieurs échelles sont présentes et mises ensemble et articulées. C'est-à-dire, et on l'a vu dans la conférence qu'on vient juste d'entendre, c'est-à-dire une échelle très individuelle, locale, familiale, prochaine. Et puis également une échelle nationale qui est apparue ici à travers les institutions judiciaires, les codes de droit, etc. Et également une perspective tout à fait globale, c'est-à-dire l'avènement du libéralisme, la montée de la modernité,
ce que fait le capitalisme en transformant la société. Et alors la question qui vient avec ça, c'est est-ce que c'est une sorte de position, une parti pris de ta part que tu as prise, ou c'est juste quelque chose que tu fais naturellement, parce que pour toi l'histoire ça doit se faire comme ça. Et peut-être aussi, est-ce que c'est quelque chose qui, pour l'histoire du Québec particulièrement, te semble important, nécessaire? Je pense aussi à son historiographie, la manière dont on se raconte. Voilà. Est-ce qu'il est important, pour bien le faire, de tenir ensemble toutes ces échelles? Merci Olivier. Je pense que ce jeu de la prise en compte des différentes échelles permet d'obvier à un des effets de source du droit, c'est-à-dire que, surtout si on se sert du judiciaire, il y a un effet de réduction des rapports sociaux à des conflits nécessairement individuels et très situés. Et il faut casser cette coquille-là, si on veut, d'une représentation très individualisante des rapports sociaux. Justement, bon, premièrement, simplement, il faut absolument situer ces acteurs-là. Alors, et notamment tenir compte des rapports de force dans lesquels baignent des poursuites qui ont de l'air uniquement donc juridiques, mais par exemple, en examinant en série les prêts et les poursuites pour petites dettes dans des zones rurales du Québec, ben, c'est là qu'on se rend compte qu'on est capable de mettre au jour des cliques, des clans de prêteurs de notables qui transigent sur, je vais le dire comme ça, sur leur misère de leurs concitoyens. Et c'est justement, et c'est pour ça que d'ailleurs, je dois le mentionner, que c'est l'étude du contentieux des tribunaux qui nous permet justement de surmonter de cette limite qui va de pair de manière un peu inhérente avec le fait judiciaire ou le fait de la dispute juridique comme telle. Donc, l'étude sérielle nous permet justement de situer les acteurs. Et pour ce qui est de plus largement, par exemple, de l'effet du libéralisme, là, l'inscription des résultats de recherche prend une ampleur beaucoup plus large, se situe sur un plan beaucoup plus large, donc de ce mouvement qui emporte la société québécoise, comme les autres sociétés occidentales au 19e siècle, vers justement une individuation des rapports sociaux. Et c'est pour ça que le match est parfait avec le droit. C'est-à-dire que on considère, et le libéralisme veut ça, hein, la société, une série de cas individuels, d'individus propriétaires, et les disputes qui peuvent en surgir n'ont pas à être contextualisées justement par les rapports de force qui différencient concrètement et très pragmatiquement des demandeurs et des défendeurs. Donc là, il y a une rencontre là, qui est importante à situer, et cette réflexion-là m'a amené aussi à essayer d'identifier les limites justement de cette régulation judiciaire du social qui postule que finalement les conflits sociaux, c'est juste des conflits entre une ou deux personnes, ou parfois évidemment des petits groupes de personnes, si par exemple des personnes qui ont emprunté de l'argent l'ont fait à plusieurs et se retrouvent solidaires de la créance. Et donc de voir comment les choses évoluent au fil du temps, c'est ce qui m'a amené à m'intéresser, par exemple, à ce qui arrive aux travailleurs en droit. C'est-à-dire que le Code civil de 1866 contient très, très peu d'articles concernant le salariat et les enjeux reliés au travail. Et on voit que dans les années subséquentes, 1870-1880, on essaie de remodeler le Code pour voir justement au manque de législation qui permet de réguler cette condition salariale ou le rapport salarial tout nu, et nu, si on veut. Et ça va être un échec. Et là, il va falloir passer à une autre logique de régulation sociale, celle des assurances sociales. Donc, c'est pour ça que les jeux d'échelle sont importants en termes de structure sociale et aussi dans la durée. J'en profite pour dire, au passage, pour souligner à l'assistance, ceux qui ne sont pas dans ces moments historiens et chercheurs, la somme incroyable de recherche qu'il y a derrière ton travail. Parce que justement, de partir de petites sources comme ça, de les agglomérer, c'est des bases de données de milliers et milliers de cas dont il faut réussir à faire sens.
Donc, Il y a plusieurs personnes qui m'ont aidé, ceux qui sont dans la salle ce soir. Je dois dire. bon, Je n'ai félicitations. pas fait ça à tout eux. seul. Magda, peut-être que tu aurais un commentaire ou en fonction de des questions, en fonction de Oui, bien sûr. tes propres visions et préoccupations. D'accord. Et merci, Olivier. Puis bonsoir à toutes et à tous. C'est vraiment un très grand plaisir d'être ici avec vous ce soir. Alors, en fait, je pensais faire quelques brèves remarques autour de la conférence que Thierry vient de faire, mais plus largement autour de ses contributions historiographiques, parce que j'imagine que ce n'est pas tout le monde dans la salle qui a eu la chance de te lire. Et ensuite, je vais enchaîner avec une courte série de questions, un peu en vrac, auxquelles tu pourras répondre ou pas, en fait, selon... Je vais essayer. OK, super. Alors, les travaux de Thierry sont caractérisés par la cohérence dans les objets d'étude et par la constance dans la méthode. Il existe vraiment une marque de commerce Newton qu'on reconnaît tout de suite, en fait, lorsqu'on le lit. Vous l'avez compris, Thierry se sert du droit civil donc et de la justice civile comme clé de lecture de l'histoire du Québec, c'est ce qu'il nous a dit. Clé de lecture de l'histoire du Québec, notamment entre le milieu du 19e siècle et 1930. Et dans tous ces travaux, sans dire que c'est tout le temps la même chose, c'est pas ça, mais la démarche est assez constante. Dans tous ces travaux, Thierry se sert d'analyse quantitative pour déceler des grandes tendances et ensuite de cas particuliers ou de causes judiciaires, justement pour illustrer ou pour approfondir ou pour creuser, en fait, ce que ces tendances chiffrées ont permis de voir. Olivier vient de le dire, sa démarche est rigoureuse, elle est systématique, tu ne fais pas de raccourcis. En relisant les travaux de Thierry tout récemment, j'ai été frappée par la nature très pédagogique, en fait, de tes écrits. Et donc, Thierry présente la source, il expose la démarche, il explique les termes, il signale des problèmes méthodologiques ou autres. Tu nous as parlé tout à l'heure justement de ce que tu appelles la destruction programmée des dossiers de première instance depuis 1920. Ces travaux nous permettent de rencontrer une diversité d'acteurs sociaux. Femmes mariées, maris dépensiers, fils prodigues, rentiers, apprentis, maîtres, journaliers, ouvriers, manufacturiers. Et sans compter, bien sûr, les juristes, les juges, les notaires, les avocats. Thierry cherche à comprendre la manière par laquelle le droit civil et la justice civile ont façonné la vie de ces personnes, donc de ceux et celles qui ont habité le Québec entre le milieu du 19e siècle et le début du 20e. Mais il cherche à comprendre aussi comment ces personnes se sont servies de l'appareil judiciaire. Et donc, le droit et la justice dans les travaux de Thierry sont imbriqués avec les relations sociales, c'est-à-dire qu'il les constitue en même temps qu'ils sont constitués par elles. Puis, au-delà de tous ces individus, Thierry se penche sur la famille comme institution dans presque tous ses travaux et sur des pratiques comme celles associées, par exemple, au mariage bourgeois. Bien sûr, et ça m'amène à ma première question, le dépouillement d'archives judiciaires nous amène à voir des familles en difficulté, des familles qui se déchirent même. Alors, parmi les questions que j'aurais pour toi, ce serait celle assez basique, en fait, c'est-à-dire comment contourner ce biais qui est inhérent à l'archive judiciaire, c'est-à-dire est-ce que les familles heureuses, finalement, vont devoir rester sans histoire? Ensuite, Thierry nous a dit ce soir que la période qui s'étend de 1850 à 1930, qui marque la transition vers le capitalisme industriel et l'entrée dans ce que Thierry a appelé la modernité capitaliste et libérale, constitue l'apogée de l'influence du droit civil et de l'appareil judiciaire. Et donc, c'est le principal mécanisme de régulation sociale à l'époque. Il nous l'a dit, ce n'est pas concurrencé par d'autres aussi importants. Et donc, le droit civil, le droit et la justice, ce duo, sont beaucoup plus importants pendant cette période qu'avant 1850 et aussi
qu'après 1930. Et selon Thierry, on passerait, dès les années 1930, on passerait de la logique juridique à la logique assurantielle que l'on retrouve dans plusieurs mesures étatiques, par exemple au 20e siècle. Et donc, question pour toi, Thierry, qu'est-ce qui subsiste de la logique juridique après 1930, dans la seconde moitié du 20e siècle ou encore aujourd'hui? Vaste question, mais évidemment, tu y répondras comme tu veux. Autre question, quelles sont les limites du droit comme instrument de régulation sociale? Et nous voyons bien dans tes travaux la manière par laquelle le droit civil et la justice civile ont structuré, ont encadré la transition vers le capitalisme industriel. Mais il est clair dans tes travaux, il est clair aussi en lisant d'autres études de cette époque, que l'appareil judiciaire ne peut pas toujours protéger les gens contre les aléas du capitalisme, du marché, ne peut pas toujours protéger, par exemple, les gens des conséquences d'une rupture conjugale ou ne peut pas protéger les enfants d'un parent cruel, par exemple. Donc, autrement dit, il n'y a pas de garantie contre cette incertitude qu'on cherche justement à enrayer. Et donc, la question, c'est vraiment les limites du droit comme mécanisme ou instrument de régulation sociale. Puis une toute dernière question, du moins pour l'instant, j'en aurai d'autres si jamais on a du temps mort. Tout le monde au Québec, donc, est soumis à la loi, mais le fonctionnement de la justice au quotidien révèle-t-il des différences importantes entre les différentes communautés qui constituent la société québécoise à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Et bon, tu as déjà étudié la Mauricie, mais tu as étudié aussi le Québec dans son ensemble, Montréal. Je pense particulièrement aux différences qu'on pourrait appeler ethno-religieuses, donc entre francophones et anglophones, entre britanniques et canadiens, entre catholiques et protestants et juifs. Dans donc quelques questions pour commencer. Tout un programme. Il y a beaucoup de matériel. Tu ne savais pas que tu allais passer ta soutenance de doctorat Moi non plus. Je vais peut-être même remettre à plus tard la réponse à la seconde question peut-être, parce que... sur ce qui reste de la logique juridique dans le monde contemporain, la logique juridique pure. Je pense que c'est peut-être M. Noreau qui devrait répondre. Mais très rapidement, pour les autres questions qui sont vraiment qui vont au cœur des choses, effectivement, le droit, les archives judiciaires particulièrement, dévoilent des situations de conflit, dévoilent des situations de rupture dans l'ordre des choses, mais en même temps, ce sont des archives qui sont extrêmement loquaces, extrêmement prolixes. Elles montrent quand même ce que les gens font avant que les choses déraillent. Donc, pour ce qui est des pratiques courantes, par exemple, des pratiques économiques courantes comme d'avoir une ardoise chez le marchand, ces archives-là dévoilent aussi toute l'étendue de l'usage, par exemple, des billets promissoires dans les communautés du 19e siècle. Donc, le report à échéance des dettes ou des sommes qui sont dues. Quand on regarde le contentieux de la Cour supérieure au tournant du 20e siècle, 25 % de son contentieux est constitué de promesses de paiement d'une personne à une autre. Donc, effectivement, s'il y a des dossiers judiciaires, c'est parce que les gens, évidemment, n'ont pas payé, mais on se rend compte que c'est un fait social absolument massif. Et d'ailleurs, c'est une des choses qui contribue à la volatilité de l'économie à cette époque-là, c'est que ce sont des chaînes de crédit interpersonnelles. Alors, si un cultivateur, plusieurs cultivateurs sont en défaut de paiement de leurs dettes, le marchand du village se retrouve mal pris face à son grossiste qui est à Québec, et ainsi de suite. Pour ce qui est des limites du droit, effectivement, en termes, en qualité d'outils de régulation sociale, elles sont évidemment très importantes. Par exemple, on se rend compte, et là, je pense que l'histoire des femmes au 19e siècle et au 20e siècle serait vraiment un cas patent là, de réponse à cette question-là. Je dirais tout simplement que, vu le passage, par exemple, d'une société donc essentiellement rurale, une société constituée pour l'essentiel, pas que ça, mais pour l'essentiel de paysans propriétaires, où les femmes
tout en étant des inférieurs juridiques. Hein, l'obligation d'obéissance au mari, elle est très claire. Elles ont quand même, dans cette société rurale, des droits, des formules juridiques qui leur sont très profitables et d'ailleurs qui les distinguent très avantageusement par rapport à leurs consoeurs des juridictions de common law comme l'Ontario, si on se place, par exemple, justement, en 1800 et jusqu'en 1850. Elles ont droit à une partie de la communauté de biens au moment de la dissolution de la communauté de biens. Elles ont le droit de demander des séparations de biens en justice si le mari se retrouve en difficulté. Elles peuvent même obtenir la garde de leurs enfants dans le cadre d'une séparation de corps et toutes des choses que les épouses ontariennes dans les juridictions de common law auxquelles elles n'ont pas accès du tout. Mais si on regarde plus spécifiquement les droits patrimoniaux des femmes, ben, la communauté de biens, elle est utile quand il y a quelque chose dedans. Donc, les formules du Code, les véhicules juridiques vont perdre de plus en plus de sens pour la majorité des femmes, surtout celles des ménages ouvriers, salariés et locataires des villes. Donc là, il y a une espèce de latence, de dissonance entre la réalité sociale et les formes du droit qui est très, très importante et qui est une limite là, vraiment manifeste de ce que le droit peut faire pour les populations à cette époque-là. Et je n'ai pas étudié les différences plus ethno-culturelles dans les recours ou dans la présence en justice, effectivement, de la mosaïque de population. Là, il faut pas l'oublier, de la mosaïque de population qui fait le Québec et qui compose le Québec de ce temps-là. Je me suis un peu plus intéressé aux grandes catégories de perdants de cette logique d'individuation des rapports sociaux et de cette logique d'individualisme qui est très, très présente dans les transformations du droit civil à cette époque-là. Donc, le cas des femmes que je viens d'évoquer, à plus forte raison qu'il y a une législation, il n'y a pas juste une perte de sens en raison des grandes transformations économiques. Est-ce que la communauté de biens veut toujours dire quelque chose dans un monde industrialisé urbain? Mais il y a des décisions comme celles prises par le Conseil spécial qui viennent affecter l'étendue et l'impact du droit coutumier des femmes mariées en 1841. Je fais une histoire courte, mais c'est quand même un épisode très intéressant pour l'histoire des femmes au 19e siècle. Avant 1841, pour sauvegarder les droits des futures veuves, les épouses avaient sur les terres de leur mari une hypothèque immédiate auquel elles ne pouvaient pas renoncer et un droit d'usage, donc, un droit d'usage des terres de leur mari qui avait préséance sur toutes les dettes de l'époux qu'elles avaient été conclues, qu'elles avaient été encourues avant le mariage ou même après le mariage. Donc, c'était quand même une garantie, une assurance veuvage qui était très importante. Et dorénavant, par exemple, à partir de 1841, il faudra enregistrer les douaires et notamment cette assurance veuvage qui profitait aux femmes, bien, elle passera plus avant les dettes qui auraient précédé, des dettes qui auraient grevé la terre auparavant, avant le mariage. Merci Thierry, si tu veux bien. Oui, j'aimerais donner la parole à Pierre Moreau, donc politologue, juriste, peut-être va nous aider à faire le pont entre aujourd'hui et hier, peut-être, je ne sais pas. Ce que Thierry dit est pas mal plus intéressant que ce que je pourrais dire moi-même. Veux-tu continuer? Oui, allez-y. J'ai beaucoup aimé tout ce que j'ai... Moi, je me suis centré beaucoup sur le texte parce que c'est ce qu'on partage, vous et moi, d'une certaine façon. Magda a l'avantage de suivre l'œuvre au complet. Donc, c'est un avantage que j'ai pas parce que je suis pas un historien du droit. Mais je trouve quelque chose de fantastique dans la discipline historique, c'est la possibilité d'étudier le changement. Aujourd'hui, en sociologie, on étudie les innovations, on n'étudie pas le changement. Il y a une rupture au plan de l'ambition en sociologie. Et cette rupture-là, en fait, on ne la sentait pas justement au 19e siècle parce que les sociologues et les premiers fondateurs de la sociologie réfléchissaient sur des périodes beaucoup plus longues. Et de ce point de vue-là, on peut considérer que leur travail était aussi un travail
historien, là, si je peux dire, et qu'on ne peut pas dire la même chose de la sociologie contemporaine. Bon, moi, je travaille dans le domaine de la sociologie du droit. J'ai trouvé que la période étudiée, elle était intéressante, mais pour moi, c'est surtout comme stratégie intellectuelle, justement, parce que c'est une période où quelque chose se produit, où le changement est observable. On n'est donc pas dans un monde fixe. Et ce qui va se passer là, même, en fait, s'inscrira pas dans la fixité, puisque la période qui suit, et on en parlait tantôt, elle nous amène vers une conception, un usage très différent du droit, une autre conception du droit comme modèle de régulation sociale. Et dans la période particulière où on se retrouve, c'est le phénomène de la désarticulation et de la réarticulation qui est intéressante, en fait. C'est la fin du monde rural, mais je vais quand même faire des nuances pour ça. C'est la fin du monde rural, de la régulation, je dirais, normative qui est propre au monde rural. Et c'est l'inscription et puis l'imposition d'un autre ordre de référence normatif qui est le droit positif, en fait. C'est dans le fond la naissance du droit positif au sens violent du terme, là, parce que c'est ce qui est expliqué dès le départ. Là, c'est l'application de catégories juridiques à des réalités qui ne sont pas du tout prêtes et à des acteurs qui ne sont pas du tout adaptés à cette réalité juridique-là. Je donne juste un exemple, c'est l'exemple de la propriété. C'est la notion de propriété là, qui sert finalement pour la récupération des biens qui ont été investis, là, en tout cas pour lesquels on a fait un emprunt et qu'on ne rembourse pas. Cette idée de propriété, telle qu'elle est présentée dès le départ du texte, c'est la propriété contemporaine. C'est la propriété comme un fait individuel. Alors que la propriété dans la société rurale est simplement un véhicule de transmission. La propriété au sens strict, là, c'est-à-dire ce qu'on en droit, c'est très classique, l'usus, l'abusus, le fructus. Là, tu peux tout faire avec la propriété que tu as. C'est une chose qui n'a pas de sens dans le milieu rural parce que la propriété, c'est simplement le tuyau par lequel un bien va passer d'une génération à l'autre. Et là, ce qui est intéressant, c'est comment une même catégorie qui existe, la propriété, prend un sens complètement différent dans un autre contexte. Et ça pose la question, pour moi, ça la posait, de l'hypothèse générale sur laquelle tu travailles et où on a le sentiment parfois que le droit a une fonction très structurante sur les rapports sociaux, alors que peut-être que c'est l'effet de la modification des rapports sociaux et la réappropriation, un autre type de rapport au droit, en fait, qui est l'élément le plus déterminant. Et à ce moment-là, ce ne serait pas le droit avant la société, mais la société avant le droit, ou du moins cette question des relations entre droit et société, mais où la modification des rapports sociaux a un impact sur la définition même du droit, même lorsque la lettre du droit elle-même ne change pas. Le droit change tout de même parce qu'il est réinterprété socialement dans un autre contexte. C'est ça, en fait. Et quand je lisais ça, et puis là, bon, je voyais les travaux de Jean-Marie Fecteau et tout ça, qui, lui, est plutôt un sociodéterministe, hein, d'une certaine façon. Mais je me disais, il y a, en même temps, il y a tous les éléments d'une réflexion sur la construction sociale du droit, la façon dont le droit est constamment retraduit socialement. Maintenant, je veux juste indiquer que ce changement-là, du moins entre la rupture entre la régulation traditionnelle des rapports sociaux construits autour de la communauté familiale plus large et puis d'un certain type d'activité économique vers la société qu'on pourrait dire moderne. En tout cas, Weber étudiait le rôle du droit comme système de rationalisation des rapports sociaux en étudiant la même période d'une certaine façon. Il est en Europe et ce qu'on étudie dans cette période-ci s'est produit 50 ans plus tôt en Europe d'une certaine façon. Et donc, c'était observable. Il pouvait déjà tirer les conséquences de ça lui-même au début du 20e siècle. Et donc, il y avait quelque chose d'observable qu'en 1920, on n'aurait pas pu écrire le texte, on n'aurait pas pu réaliser jusqu'à quel point cette modification-là du mode de régulation et le principe de la rationalisation des rapports sociaux par le droit n'aurait pas été conçu aussi, je dirais, de façon aussi claire là, qu'il ça peut l'être aujourd'hui. Mais juste sur cette période-là, une petite histoire. Là. Moi, j'ai commencé à pratiquer le droit à Lac-Mégantic. On est en 1982. Et à l'époque,
la Cour, il n'y a pas de district judiciaire à Lac-Mégantic, hein, c'est le district judiciaire de Saint-François. Les juges circulent, ils viennent de Sherbrooke. Et quand ils viennent à Lac-Mégantic, lorsque la Cour siège, et puis la justice, c'est public, tout le village se réunit à la salle du conseil municipal, parce qu'il n'y a pas non plus il n'y a pas de salle pour les audiences des procès. On fait tout simplement une modification de la configuration de la salle du conseil municipal pour assister à tous les divorces qui vont se prononcer ce matin-là. Et c'est ça qui est génial, parce qu'à l'époque, le divorce n'était pas considéré, les audiences n'étaient pas à huis clos comme c'est le cas actuellement. Et plus que ça, évidemment, il fallait toujours poursuivre le conjoint pour une bonne raison, là. Et puis les raisons étaient bien définies, abus de l'alcool, des drogues, violence physique, violence morale, etc. Et là, les personnes qui voulaient divorcer, essentiellement, moi, je représentais des femmes, parce que j'étais à l'aide juridique, donc toutes les femmes étaient pratiquement admissibles à l'aide juridique. On les mettait dans la boîte. Et là, ils expliquaient comment ça se passait dans leur couple. Puis tous les gens du village étaient là à écouter ça. Et c'était génial dans la mesure où on voyait quand même que la société traditionnelle nous courait après. Oui. C'est-à-dire qu'on était, c'est ça, on était encore dans cette situation-là de rupture entre la vie traditionnelle où finalement les choses se passent à l'intérieur des familles et tout à coup le caractère public des ruptures, etc., que le droit rend possible et même rend obligatoire. Et on sentait toute cette rupture-là. Et je trouve que ça, c'est juste pour indiquer que finalement, il y a plus de viscosité dans les changements historiques que ce qu'on croit et que finalement, le mort, c'est îles vifs, comme je dis souvent, c'est une vieille expression en matière de succession. Le mort, c'est îles vifs, celui qui fait le testament. En fait, il lie les successeurs. Hein, c'est ce qui arrive. Alors, le mort, c'est îles vifs, c'est-à-dire que le passé, en fait, nous rattrapait et que, dans le fond, la période dont on parle, on peut la circonscrire, mais la vérité, c'est que ce sont des processus beaucoup plus lents que ce qu'on peut circonscrire comme ça et que, en tout cas, au début des années 80, vous allez dire que c'est quand même pas hier non plus, mais on est 50 ans plus tard. Et donc, on est dans cette réalité-là. Ça m'a beaucoup laissé à réfléchir sur cette question de changement et sur cette question d'hybridation, là, je dirais, la difficulté, en fait, de savoir quand quelque chose a changé. Mais... pardon. Non, mais ça peut-être que ça... Alors, Thierry, tu as vraiment quelques minutes pour répondre à toute il te reste 2 minutes densité de ce commentaire. Il te reste 2 minutes pour répondre, en fait. C'est ça que c'est. Bon, très rapidement. Effectivement, la question de est-ce que les populations investissent ou non les normes de droit ou les règles du Code civil disponibles, c'est une question absolument fondamentale. Au 19e siècle, par exemple, on se retrouve avec un droit extrêmement loquace, extrêmement détaillé en ce qui concerne les immeubles et les successions, alors que la majorité de la population, finalement, n'aura plus de propriété et plus de terre. Donc là, il y a une dissonance qui est importante. On négligera pas, cependant, par exemple, des grandes décisions comme celle que j'ai expliquées relativement au douaire coutumier des femmes mariées en 1841 et certaines décisions ou certaines législations, comme par exemple l'introduction de la liberté testamentaire illimitée dans la province de Québec en 1774, qui est un premier symptôme de cette logique que vous avez évoquée d'un droit individualisant et en faveur d'une société qui peut s'individualiser. C'est un peu la même chose aussi, mais là, je vais m'arrêter ici. Quand on a mis fin au régime seigneurial en 1854, bon, les paysans ont dû payer pendant de nombreuses décennies ce qu'ils devaient aux seigneurs, mais on est venu défaire cette logique de propriété qui est effectivement communautaire, pas égalitaire, parce qu'évidemment, on préférait être un seigneur que d'être un paysan, mais une propriété qui était faite d'obligations réciproques, hein, des devoirs des seigneurs et des devoirs aussi des censitaires. Donc, merci. Je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous trois. Maintenant, je pense que le temps est venu, c'est ça, on me fait signe, le temps est venu de donner la parole à la salle pour des questions. Il y a des micros chacun des 2 couloirs. Donc, les personnes qui auraient des questions à adresser, soit à Thierry, soit... Vous avez constaté que la parole est féconde. Et donc, aux autres membres du panel à s'avancer. Oui, monsieur.
Bonsoir, merci pour ça. C'était bien instructif. Vous avez parlé que les habitants de Nicolette avaient revendiqué avoir leur propre district juridique, mais est-ce qu'il y a eu des oppositions aussi à cet enserrement juridique là, dont vous parlez, donc des oppositions populaires où des gens se rendaient compte ou avaient une certaine conscience qu'ils étaient en train de se faire, que le contrôle social ou la régulation augmentait sur leur petite patrie? Alors, de manière générale, il y a une demande de justice par les populations de tribunaux où ils peuvent régler leurs différends. Les dettes sont tissent de manière tellement serrée les rapports sociaux qu'il y a une volonté générale. Des fois, on est débiteur, des fois, on est créancier. On a prêté à l'un, on doit à l'autre. Il y a une demande, puis c'est assez bien documenté, comme par exemple dans les cantons de l'Est au début du 19e siècle, alors que les habitants, par exemple, des alentours de Sherbrooke doivent aller plaider à Trois-Rivières en plein hiver, ce qui n'a aucune allure en traîneau. Alors souvent, les créanciers préfèrent laisser tomber leurs dettes plutôt que d'encourir les dépenses qui les amèneraient à plaider à Trois-Rivières. Donc, il y a une demande de justice assez générale. Ceux qui s'opposent à l'extension du quadrillage judiciaire de la province, et ça, on le voit dans certains documents de la session, c'est des juristes ou des barreaux locaux qui se plaignent que si on crée un nouveau district judiciaire, on va perdre une partie de notre business, nous, dans notre localité, et ils font des représentations pour dire que c'est inutile, et ils le disent assez crûment aussi, on va perdre une partie de notre clientèle. Là. Ah non? OK, je savais pas. Donc, une demande populaire et, ce que j'ai constaté, des refus, mais plus élitaires de l'extension de ce quadrillage de la province. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui, ici. Bonsoir. Vous avez parlé, de destruction programmée des travaux légaux depuis 1820. J'aimerais vous entendre un peu plus là-dessus et dans l'optique de à qui profite le crime. Sur la destruction des archives, hein, c'est ça? Oui. Votre question, oui. Je n'irai pas jusqu'à parler de crime. Je parlerai plus d'une... C'est une image. On fait attention, oui. De décisions mal avisées, prises dans un contexte technologique, effectivement, qui était celui des années 1980. Et donc, je ne vois pas à qui profite le crime. Moi, je pense que la balance des inconvénients, il y a beaucoup plus d'inconvénients pour l'étude du 20e siècle et surtout pour l'étude de l'histoire économique au 20e siècle, d'avoir perdu les dossiers de première instance de la Cour supérieure, tout ce qui est entreprise, tout ce qui est corporation, tout ce qui est dommages causés par les entreprises. Là, on a perdu quelque chose d'important. Et la destruction programmée, bon, c'est un peu technique, mais il y a des grilles qui, dans les palais de justice qui font en sorte que tel dossier, après 30 ans, quand il est inactif, on le liquide. Et ce qui reste, on l'envoie dans les centres de BANQ. Peut-être juste une petite question complémentaire. Pour M. Hubert, est-ce que ce type de procédé a déjà été étudié ailleurs au niveau historique, des espèces de destruction de documents? Est-ce que ça a déjà été étudié dans d'autres contextes? La destruction de documents? En fait, c'est la question... Documents. Perte volontaire, destruction des documents. En fait, c'est un problème quasiment inhérent à la pratique historienne parce que, en fait, les sociétés produisent des masses d'archives. Alors évidemment, les historiens et historiennes, nous, on voudrait que tout soit conservé, absolument tout. Et donc, c'est un peu toujours, lorsqu'il est question de ces questions, quand les historiens et historiennes font des mémoires, etc., c'est toujours, il faut tout garder. Et puis après, il y a des réalités aussi administratives, technologiques, qui font qu'il faut sélectionner. Ensuite, viennent la question des critères de sélection. Autre problème, les questions que se posent les historiens changent. Donc des documents qui nous apparaissent peut-être aujourd'hui non pertinents, peut-être pour les historiennes et les historiens dans 100 ans, ils se seront dit, mais pourquoi ils les ont? Pourquoi nos devanciers ont dit, c'est correct, vous pouvez les éliminer? C'est un vaste problème, je dirais. C'est sûr qu'à un moment donné, on a pensé qu'avec la numérisation, on avait trouvé la réponse, mais la numérisation pose d'autres problèmes parce qu'en fait, c'est des supports qui ne sont pas pérennes et donc ça pose d'autres problèmes. Donc, une question existentielle de l'historienne et de l'historien. Voilà ce que je dirais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur, est-ce que ce serait là? Bonsoir. Tout va bien. Bonsoir Thierry, merci pour ta conférence. Tu as beaucoup centré, ou tu as essentiellement centré ton propos sur l'expérience du droit et
où la façon dont le droit et la justice civile ont façonné les rapports sociaux et économiques entre les individus dans le contexte de la montée du capitalisme industriel. Or, cette période que tu affectionnes, c'est aussi la période de la montée en puissance de la corporation, donc de l'entreprise capitaliste, qui devient elle aussi un acteur important qui rentre dans les cours de justice. Donc, comme je sais que tu t'es un peu intéressé à cette question, j'aimerais bien que tu dises quelques mots sur l'intérêt historique donc d'étudier la place des corporations dans les cours de justice et dans la manière dont elles contribuent à transformer cette expérience du droit civil. Merci. Merci, Madi. Excellente question. Le cas des corporations est particulièrement intéressant parce que ici, là, je vais référer à un article de Jean-Marie Fecteau qui nous ramène sur le terrain des latences ou des distorsions entre ce qui est disponible comme forme juridique et ce que font les acteurs sociaux. Quand le droit moderne des corporations se développe dans les années 1850, on se rend compte que les hommes d'affaires, même les plus considérables, ça ne les intéresse pas vraiment, à part des très, très grandes entreprises comme le Grand Tronc, des lignes de chemin de fer, mais les hommes d'affaires qui sont en société, en partnership, ne voient pas d'intérêt, bon, premièrement, à divulguer ce qu'ils font sur la place publique, à présenter leurs résultats à tout le monde. Ne voient pas nécessairement d'intérêt aussi à partager leurs profits avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Et longtemps, malgré le fait que pendant une trentaine d'années, la forme, le recours à la corporation est possible et est devenu accessible, ben, les grands hommes d'affaires n'y touchent pas ou très peu. Finalement, il y a là, je pense que la grande crise économique des années 1870 qui va casser plusieurs entreprises de ce type-là, qui sont familiales, qui sont grosses, mais qui rassemblent, par exemple, le père, les fils, le beau-frère et le neveu. Elles vont se retrouver démunies et je pense que la crise des années 1870 va en quelque sorte faire le ménage pour que là, ce soit les grandes corporations qui prennent le haut du pavé. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on regarde l'évolution du contentieux des tribunaux, donc c'est quoi les litiges que la Cour supérieure entend au fil des décennies? Là? Qui se bat contre qui? Bien, les grandes corporations, on les voit apparaître, mais surtout dans les années 1920, elles sont là en raison des dégâts qu'elles causent. Elles blessent, il y a des gens qui se blessent, donc elles doivent répondre des blessures des ouvriers. Elles mettent le feu aux campagnes parce que les locomotives ne sont pas munies de pare étincelles. Elles inondent les terres des agriculteurs et tout ça. Et ça va être une des fonctions très importantes de la Cour supérieure, je l'ai dit, de réguler les excès de ce marché, je veux dire comme ça, j'y vais à grands traits, de ce marché capitaliste un peu libre et sauvage comme ça. Donc, la Cour supérieure a quand même une fonction de régulation des dégâts engendrés par les corporations. Et c'est un des seuls endroits où ces acteurs économiques ultra puissants peuvent être contraints de faire quelque chose. Alors, la Cour supérieure a joué un rôle de garde-fou, je dirais, socio-économique assez important. C'est indiqué qu'à peu près 85% des causes sont entendues actuellement à la Cour supérieure concernent une corporation, une compagnie, 75% deux compagnies. Et donc, dans le fond, la Cour supérieure a été complètement, je dirais, habitée, colonisée par les acteurs économiques. Et la Cour du Québec, en fait, la Cour qui entend des causes dont les enjeux sont moins élevés sur le plan financier, devient la véritable cour où, finalement, les particuliers, les individus, peuvent rentrer ou voir régler leurs problèmes par un juge. On aurait le temps pour peut-être une dernière question, s'il y en a de la salle. Il en reste une. Je vais en poser une. Merci beaucoup, Thierry. C'était vraiment super intéressant. La conférence commence avec le parvis de l'Église et se termine dans une cathédrale, dans un cimetière. Et le mot Reconquista a été prononcé dans le milieu. Quelle place, comment s'établit ce rôle entre le droit civil et l'Église? Comment se construit cette relation-là? Parce qu'il peut y avoir l'Église qui accompagne, l'Église qui résiste, l'Église qui voit un droit civil jouer un rôle plus important dans les relations, dans les rapports sociaux, dans la régulation sociale. Donc, est-ce qu'on peut le penser comme ça? Comment on le pense comme ça?
J'avoue que sur ce thème très précis, je n'ai pas d'éléments de réponse qui me viennent spontanément en tête. Il y a eu des travaux qui ont été faits, par exemple, sur l'argent des curés, sur les patrimoines des curés, mais je ne les ai pas assez fréquentés pour répondre de manière assurée. Désolé. Mais il y a la coexistence d'un autre tribunal, finalement. C'est le tribunal du confessionnal, qui est supposé être privé, mais qui en fait est largement public, puisque finalement les gens savent qui a été, à qui on a demandé de faire des prières, etc., parce qu'il y avait des problèmes dans la famille. Je pense que ça, ce serait un beau défi, je te lance pas la perche pour qu'on travaille ensemble, mais de voir si les mêmes histoires peuvent se retrouver à la fois dans un tribunal et l'autre. Ce serait assez fascinant. Normalement, leur objet est séparé. L'un concerne les biens matériels, l'autre concerne le salut de l'âme, finalement. Mais ça se passe dans les mêmes mondes sociaux, dans les mêmes communautés. Est-ce qu'il y a concurrence ? Je ne l'ai pas vu vraiment, mais en fait, c'est deux ordres qui cohabitent certainement et qui se superposent. Oui. Le droit canon. Le droit canon, mais peut-être pas non plus dans des espaces où il y a tellement de superposition. Mais il y aurait quelque chose de même à regarder. Ouais. Est-ce qu'il y a une interface quelque part entre le droit canon et le droit privé? Des idées pour tes futures recherches, peut-être? Je suis partant. Peut-être j'inviterai Éric Montpetit à nous adresser quelques mots. Eh bien voilà, c'est ce qui conclut la conférence du prix Gérard Parizeau 2025. Je prends juste quelques minutes ici pour remercier les intervenants de la table ronde, M. Hubert, Mme Farny, M. Noreau. Je vous remercie, M. Newton, pour cette conférence très intéressante, très enrichissante. Et puis, je vous adresse encore une fois mes plus sincères félicitations pour le prix Gérard Parizeau 2025. À toutes et à tous, merci d'être venus en aussi grand nombre et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à vous trois. Merci beaucoup.